Bonjour à tous, je m'appelle Éric Seuillet. Je me présente rapidement, je suis président d'une association qui s'appelle la Fabrique du Futur. Et je vais vous parler de mutation, mais peut-être sur un plan peut-être un peu plus macro, on va dire, puisque je vais vous parler de ce qu'on appelle les Living Labs. Alors je ne sais pas qui parmi vous connaissent le concept de Living Lab. Voilà, il y en a déjà un certain nombre, donc ça c'est pas mal. Quand on parle d'innovation, puisqu'au départ je suis consultant en innovation, je vais vous dire un petit peu le parcours par rapport à ce qui m'a amené à ça, c'est que en tant que consultant en innovation et en stratégie et en prospective, j'ai été amené à rencontrer déjà dans un premier temps le mouvement des créatifs culturels. Alors, vous devez connaître ça. Donc ce segment de la population qui a des valeurs différentes et qui invente quelque part des nouveaux modes de vie, qui a des nouvelles valeurs qui vont se traduire en nouveaux comportements, en nouveaux comportements de consommation par exemple, et qui peuvent être amenés à inventer en quelque sorte des nouveaux produits et services. Alors, fort de ça, donc j'ai été amené à vouloir témoigner de ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle Fabriquer le futur, où le thème, et avant d'être un livre, ça a surtout été en fait une vaste enquête auprès d'acteurs de l'innovation et de la prospective. L'idée, c'était de montrer que la prospective et l'innovation, c'est pas que de la technologie, c'est pas qu'inventer des choses dans une tour d'ivoire. C'est vraiment associer le consommateur, et quand je dis le consommateur, c'est en fait c'est la personne, pour le solliciter, pour qu'il puisse donner son avis, et plus que son avis, de donner ses aspirations, de façon à ce qu'on puisse créer des nouveaux produits, des nouveaux services qui lui soient dédiés et qu'il soit vraiment acteur de cette innovation. Alors, donc, la Fabrique du Futur, c'est un think tank, c'est aussi, comme disait mon ami à table, on a eu un échange là-dessus avec Thierry Vincent de la Reine, c'est aussi un do tank, c'est-à-dire, ça se veut un outil qui fait des choses, l'idée c'est de dire que tout le monde peut être co-créateur du futur. La prospective et l'innovation, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça un beau jour, c'est si on veut fabriquer, si on veut que le futur émerge, c'est l'affaire de tout un chacun. Donc c'est ça l'idée de la Fabrique du Futur. Et un beau jour, alors ça a été créé en 2006 avec un groupe d'amis et de partenaires. Et exactement à la même époque, alors peut-être d'aucuns diraient par une certaine synchronicité, en surfant sur Internet, je suis tombé sur le mouvement des Living Labs. Et les Living Labs, en français, en bon français, les laboratoires vivants. C'est un peu ça l'idée, c'est l'idée, au cœur de ça, il y a l'idée de co-innovation et de co-création. C'est vraiment se mettre ensemble pour co-créer le futur. Et donc, je me suis du coup intéressé à ce mouvement des Living Labs en disant, tiens, finalement, la Fabrique du Futur ne serait-elle pas quelque part un Living Lab sans le savoir. Voilà, et donc je me suis intéressé à ce mouvement des Living Labs qui en fait a commencé finalement aux États-Unis dans le cadre du MIT, où l'idée c'était de montrer que, alors au départ c'était un organisme qui s'appelle Place Lab, qui était en fait un appartement dans lequel les gens pouvaient vivre. Et donc l'idée c'était essentiellement de montrer que l'innovation se vit au quotidien et que c'est en observant finalement, un peu comme dans un laboratoire, c'est d'où le nom laboratoire vivant, en observant le comportement des personnes, on pouvait en induire des pistes pour innover. Voilà. Alors, c'est parti des États-Unis, mais ça a été récupéré par l'Europe. C'est Nokia, en fait, qui ayant observé ça, a adopté finalement ces approches Living Lab dans ses laboratoires en Finlande, du côté d'Helsinki. Et comme la Finlande était à l'époque à la présidence de la Commission européenne, c'est un mouvement finalement bottom-up, qui vient du terrain, qui a été repris et soutenu par la présidence finlandaise. Je ne sais pas si Marc pourra confirmer, puisque vous êtes plus dans les arcanes européennes que moi. Je peux dire que c'est une clé, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le label
Living Lab qui est donné par l'ADG Infoso. Vous entrez dans toutes sortes de possibilités d'interchange et aussi de financement. Donc c'est un outil européen extrêmement puissant. Voilà. Alors donc et depuis ça s'est développé en Europe et il faut savoir qu'aujourd'hui la Commission européenne a affirmé que l'approche Living Lab était vraiment le socle de l'innovation en Europe. Et aujourd'hui on a une organisation qui s'appelle ENOL, European Network of Living Lab, ENOL, ENO2L.org, si vous voulez aller sur le site, qui est un mouvement aujourd'hui, enfin un mouvement, une organisation qui est érigée d'ailleurs en association, dont le siège est à Bruxelles, qui regroupe aujourd'hui à peu près 300 Living Labs alors dans toute l'Europe. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'on a des Living Labs qui se rattachent à cette organisation sans être européens. Et donc on a aujourd'hui des Living Labs qui sont situés un peu partout dans le monde, en Asie, en Chine. Il y a une association internationale qui est International, je ne sais pas, c'est un autre acronyme, mais justement pour inclure les Brésiliens. Voilà, il y a effectivement pas mal de Living Labs au Brésil, il y en a en Amérique du Sud, il y en a aux États-Unis, qui se rattachent à ce mouvement européen des Living Labs. Alors juste un slide ou deux pour. Voilà, alors je vais juste montrer ça. Alors c'est peut-être, il faut décrypter un petit peu ce slide, qui est peut-être pas très facile à lire. Dans la bande horizontale verte, vous avez un petit peu la façon dont se passe l'innovation, disons, traditionnelle. On part de la recherche fondamentale à gauche, on passe par la recherche appliquée, on va éventuellement faire des prototypes, des maquettes, pour ensuite mettre les produits et services sur le marché, dans l'espoir qu'ils soient adoptés par les utilisateurs. Manque de peau, dans 80% des cas, c'est un échec complet, parce que on aura mis sur le marché des fausses innovations qui correspondront pas aux attentes des usagers et des utilisateurs. Quand je dis utilisateurs, ça peut être dans tous les domaines. C'est dans le domaine de l'entreprise, mais également dans des domaines de la santé, l'éducation, le tourisme, absolument tous les domaines. Une approche Living Lab est caractérisée par un mouvement beaucoup plus circulaire, en spirale, et par des allers-retours, par des mouvements itératifs. Et l'usager, alors l'usager, il faut le prendre au sens très large, l'usager, l'habitant, le citoyen, est placé vraiment au cœur du dispositif d'innovation et le plus en amont possible, c'est-à-dire dès l'amont, le citoyen, l'usager, le futur consommateur va être dans la boucle de l'innovation et donc va co-créer ces fameuses innovations. Voilà, donc ça permet de lancer sur le marché des innovations, des produits, des services qui comme ils auront été co-créés justement par les futurs utilisateurs, seront adaptés à ces besoins, que ces besoins soient exprimés ou soient même souvent des besoins plutôt latents. Voilà, donc ça c'est la façon dont ça fonctionne. Je vous épargne ce slide qui montre comment d'un mouvement qui a démarré en 2006, maintenant c'est quelque chose qui est devenu très, très large. Voilà, et aujourd'hui, après ce qu'on appelle des vagues de labellisation qui ont commencé en 2006, 2007, 2008. Voilà, on en est maintenant, on va aborder la 6e vague de labellisation. On a, alors sur le slide 274, maintenant on est plus près de 300 Living Labs en Europe, plus quelques-uns hors d'Europe. Voilà, et rien qu'en France, on en a à peu près une quarantaine. Et chaque année, on accueille donc dans ce réseau des nouveaux Living Labs. Donc si vous avez des projets qui peuvent impliquer le citoyen, le consommateur, l'habitant, vous pouvez être intéressé à devenir labellisé Living Lab. Ça peut, alors comme le disait Marc, ça peut effectivement, ça ne déclenche pas automatiquement des financements, mais enfin, ça ouvre la porte. Et nous, la Fabrique du Futur, on en a d'ailleurs bénéficié, puisqu'un beau jour,
des Anglais sont venus nous chercher pour nous faire participer à un projet européen. Et on est engagé sur un projet européen relativement important dans le domaine de la réalité virtuelle, tout ce qui est réalité augmentée, univers virtuel. Voilà ce qu'on peut dire sur les Living Labs. Vous pouvez avoir tous ces slides et je vous invite à voir, si vous voulez en savoir plus, le site d'Enon, donc au niveau européen, et le site de l'association française des Living Labs qui vient d'être créée, franceliving-labs.fr. Voilà, je vous remercie. J'ai entendu parler de clients potentiels. Est-ce qu'il y a des Living Labs des entreprises? Aujourd'hui, oui, il y a des Living Labs dans absolument tous les domaines. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Living Lab, c'est un dispositif plutôt ce qu'on pourrait qualifier d'open innovation. Excusez les anglicismes, dans ce domaine, il y en a pas mal. Enfin, d'innovation ouverte, qui regroupe à la fois des entreprises, donc les entreprises sont très présentes, des territoires, des collectivités locales, des usagers, des citoyens, le côté académique aussi, parce qu'il y a toujours de la R&D. Et les Living Labs peuvent avoir des thématiques extrêmement variées, et donc effectivement des problématiques d'entreprise. Alors, pour donner un exemple assez concret, en Lorraine, il y a un Living Lab qui aide des créateurs d'entreprises à imaginer à tester leur concept, leur business model, en impliquant les futurs consommateurs. Donc, pour des créateurs d'entreprises, on peut avoir effectivement une démarche Living Lab. Pour des entreprises plus grandes, on peut sûrement aussi en avoir une.